C'est en 1926 que normalien, j'ai entendu parler de Pontigny pour la première fois, avec un enthousiasme communicatif par quelqu'un dont le nom a été prononcé tout à l'heure, Jean Baruzzi, chargé de cours à la Sorbonne, futur successeur de Loisy au Collège de France. Mais cette année-là, c'est Sartre qui va représenter l'école normale, ici. On le représente sur une photographie qui a été souvent présentée, on le voit à genoux. Il s'agissait de l'empreinte chrétienne. Ben, elle existait chez Sartre, en ce sens que toute sa philosophie et toute sa théâtralité, son œuvre théâtrale, renvoie beaucoup à des thèmes religieux, souvent inversés d'ailleurs, mais des thèmes religieux. Mais en réalité, il ne s'est pas plu du tout ici, parce qu'il fallait se mettre en noir, s'habiller le soir, mettre des cols et des cravates, etc. Il n'aimait pas du tout ça, il n'est jamais revenu. Il y avait une table en longueur et puis deux côtés. Et alors, au centre des jardins, à une extrémité, le directeur de la décade, et à l'autre extrémité, Madame Desjardins. Trois pôles de dignité. Probablement, le numéro un, c'était quand même le maître de maison. Être assis à côté de lui, ça, c'était l'honneur suprême. Alors, on voit à ce moment-là si on s'est rapproché ou si on s'est éloigné, suivant que l'on a bénéficié ou non du sentiment favorable du patron et de la patronne. On se réunissait pour savoir ce qu'on allait dire l'après-midi. Il y avait beaucoup d'improvisation. Les échanges, parfois vifs, au cours de ces 10 journées, dont il n'est resté que très peu de traces. Ensuite, au salon, le maître égrène ses souvenirs, lit des lettres de certains de ses grands amis. On écoute un peu de musique, à 10 heures, la tisane, le coucher officiel. Et alors commence une nouvelle vie. C'est la vie secrète, la vie libre, un peu loin de la chambre de Paul Desjardins. Mon exposé de 1934 sur la justice et la volonté de justice me fit admettre avec mention honorable, comme hôte durable de l'abbaye. Mais les grands moments de cette décade furent d'abord un vrai concerto de Vladimir Jankélévitch sur la justice chez les Grecs, morceau parfaitement achevé, mais l'autre journée essentielle fut celle où Dubos montra Goethe l'Olympien, ministre du duc de Saxe-Gotha, soucieux d'améliorer le sort des tisserands d'Apolda. C'est indirectement par les lettres d'une amie alsacienne que j'ai eu quelques échos d'une décade de 1935 sur l'ascétisme. L'ascétisme et son pouvoir créateur, voilà une chose qui est bien surprenante. Le clou de la décade que Brunswick m'avait demandé en 1936 de présenter avec lui, de co-présider, c'est-à-dire en fait de faire le travail, bien sûr. Martin Bobor, un véritable prophète, avec une grande barbe, qui téléphonait tous les jours à Dieu, d'après Brunswick. Brunswick était très malicieux, même vis-à-vis de sa femme. Sa femme était ministre, était sous-ministre, parce que on ne pouvait pas être vraiment ministre quand on n'était même pas électeur. À cette époque-là, les femmes n'étaient pas électrices, non. Mais il y en a eu deux, quand même, que Léon Blum a fait entrer, comme ça, par la petite porte. Et c'était Madame Brunswick et puis Irène Joliot-Curie. Mais Madame Brunswick est venue nous faire un laïus un peu style radical socialiste, et son père me dit, et son mari me dit, surtout ne la faites pas parler, hein, n'est-ce pas? Mais ça, c'était le côté un peu pénible. Mais Martin Bobos, ça a été le grand moment. Je me le rappelle encore avec simplement ses mains. Les Iraniens, le bien, le mal. Hein? Le mal, le bien, le mal. Le dualisme. Le mal pour les Juifs. C'est la chute. C'est l'oubli. Mais ce n'est jamais irréparable. Et il y a toujours Caïn qui va, après avoir tué son frère, premier grand crime, il s'en va marquer d'un signe, on ne le touchera pas. On ne le touchera pas, donc pas de vengeance. C'était extrêmement éloquent et extrêmement sympathique.
Jean Val, on lui demandait de parler de Kierkegaard, tu dis, oh, oui, j'ai beaucoup écrit sur lui, mais je ne sais plus grand-chose. Bon, alors il a parlé d'autre chose. Et puis, Bachelard, ancien postier, veston froissé, sur une chemise un peu négligée, évoque les poètes maudits, Rimbaud, Le Tréamont, c'était magnifique. Et l'occasion pour Boubet, à la fin, de dénoncer le caïnisme, la réaction d'un aîné déçu contre la justice. Arrive enfin Raymond Aron. Alors Raymond Aron, il nous a un peu refroidi. Mais c'était pour nous dire que, après tout, il n'y a pas de moyen de définir le bien et le mal sans se renvoi à une échelle de valeurs transcendantes que dans un temps où les valeurs transcendantes ne sont plus reconnues comme telles par la majorité des hommes, il n'y a plus de rapport possible, d'échelle de valeurs réelle. La seule référence, c'est l'histoire. C'est l'histoire seule qui jugera. C'était un point de vue qui n'a pas paru tout à fait répondre aux exigences. L'ombre de César et le régime des masses. Tel était le titre de la décade à laquelle je suis arrivé le 18 septembre 1938, sans illusion, 24 heures à l'avance, parce que Desjardins le souhaitait, mais son épouse n'aimait pas ça, à cause des grands nettoyages. La crise des Sudètes touche à sa phase critique. Et alors, j'ai entendu des choses ahurissantes. André Philippe, également convoqué pour préparer les débats, ne mesurait pas beaucoup la gravité de la situation, ni la résolution de Hitler, ni la faiblesse de nos forces. Mais un nommé Marjolin, économiste alors estimé, qui nous a affirmé que dès le premier jour de la guerre, des centaines de volontaires américains viendront renforcer l'aviation canadienne, traverseront l'Atlantique et viendront se battre avec les forces allemandes, contre les forces allemandes. D'ailleurs, les chars allemands, il ne faut pas s'inquiéter. Ils manqueront très vite de carburant. Bon, on les prendra, on les cueillera comme des enfants perdus, quand ils auront avancé à l'intérieur de la France. Voilà les sottises qu'on pouvait entendre, même dans des endroits comme ici. Ce n'est pas du tout Desjardins qui se serait permis, bien entendu, de dire des choses comme celle-là. Mon dernier rapport avec Pontigny, cette année-là, sera, l'année suivante plus exactement, la lettre de condoléances envoyée au centre d'état-major de Compiègne et qui figure, je crois, à l'exposition. J'y dis à la veuve de Paul Desjardins tout ce que je dois à cet homme, à cette maison. Aujourd'hui, j'essaye de retrouver l'atmosphère de ce que pouvait être cette maison pour nous. C'est très difficile après tant d'années, après 3/4 de siècle, de retrouver exactement les sentiments qu'on a éprouvés. Mais ils ont été extrêmement forts.